Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont tels sont les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour. Ouverture à Dakar du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la 18e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour. La première question est relative à un projet de loi. La suite avec le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 décembre 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de loi portant ratification des statuts du Centre international de génie génétique et de biotechnologie. Ce Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie est une organisation intergouvernementale unique, créée initialement en tant que projet spécial de l'ONUDI. Entièrement autonome depuis 1994, il gère 46 laboratoires à travers le monde et de pointe. Il joue un rôle clé dans la biotechnologie dans le monde entier pour l'excellence de la recherche, de la formation et du transfert de technologies à l'industrie afin de contribuer concrètement à la réalisation d'un développement mondial durable. Les principaux instruments d'action de l'organisation sont l'enseignement avancé par le biais de bourses de doctorat et post-doctorales, de réunions et cours scientifiques internationaux, de subventions compétitives pour les scientifiques des États membres, de transfert de technologies vers l'industrie pour la production des biothérapies et de diagnostics. L'organisation est dédiée à la recherche avancée et à la formation en biotechnologie et en biologie moléculaire et biotechnologie et à l'avancement des connaissances en appliquant les dernières techniques dans les domaines de biomédecine, de l'amélioration des cultures, de la protection de l'environnement et de l'assainissement, de la production de produits biopharmaceutiques, de biopesticides et de biocarburants. Parmi ces nombreuses activités de recherche, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, développe déjà plusieurs axes de recherche scientifique, la recherche des composés bioactifs des plantes et des algues, les études biologiques et phytochimiques des mangroves, l'étude de la résistance bactérienne aux antibiotiques, la recherche médicale, la recherche en génétique et en biotechnologie végétale pour l'adaptation des palmiers dattiers au stress abiotique et la caractérisation du patrimoine phonicole. Donc le CERD aura certainement à travailler avec ce centre dans ces différents domaines précités. Dans le cadre donc de ces activités, le CERD renforce régulièrement ses partenariats internationaux dans le but d'approfondir progressivement ces disciplines scientifiques. L'adhésion au Centre international de génie génétique et de biotechnologie ne peut que faciliter à la République de Djibouti l'accès à ces technologies de pointe. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification du protocole de coopération en cas d'urgence maritime. Notre pays est soumis à un trafic maritime très dense, ce qui accroît le risque d'accident en milieu marin qui impacterait considérablement le tourisme et la pêche dans notre pays et dans la région. Le présent protocole instaure un cadre juridique pour faciliter le processus de prêt et de transfert d'experts et d'équipements en cas de situation d'urgence maritime. Concrètement, lors de la survenance du dommage, si le pays impacté ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants, il peut formuler une demande d'assistance auprès des autres pays signataires de ce protocole, qui seront tenus de fournir en temps opportun tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire les experts, les techniciens et des équipements, du matériel pour faire face à cette catastrophe en milieu marin et en zone côtière. Le présent protocole vise à prévenir, réduire et maîtriser toute forme de pollution dans la mer Rouge et le golfe d'Aden en instaurant un cadre juridique pour une coopération interrégionale. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de l'Agence djiboutienne des routes. L'ADR a pour mission la mise en œuvre des travaux d'études, de construction, d'entretien et de réhabilitation du réseau routier national dans le cadre du programme de développement
de la logistique de transport. L'année 2022 sera marquée par la réalisation de grands projets qui se présentent comme suit. Les travaux de rénovation et de modernisation des routes nationales, la réhabilitation des voiries urbaines. Le budget prévisionnel 2022 de l'ADR est présenté en recettes et en dépenses à la somme de 2 795 millions de francs djibouti. Les recettes seront constituées principalement d'une subvention du budget national à hauteur de 500 millions de francs, d'un contrat de travaux de réhabilitation du corridor routier de 400 millions de francs, des travaux de voirie urbaine, des nouveaux lotissements programmés dans la capitale de 650 millions de francs et la réalisation de travaux divers de 151 millions pour le compte des établissements publics et privés. Les dépenses seront consacrées essentiellement aux travaux de réhabilitation et de rénovation des voiries urbaines des différentes communes de la capitale, à savoir Bolaos et Balbala. Les dépenses d'investissement représentent un montant de 516 millions de francs djibouti. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2022 de l'Agence de réhabilitation urbaine du logement social et plus connu sous l'acronyme ARULOS. Le budget prévisionnel d'ARULOS pour l'exercice 2022 est arrêté en produit à 2 830 millions de francs djibouti et en charge à 1,7 milliard de francs djibouti. Les investissements prévisionnels des projets sur fonds propres sont estimés à hauteur d'1,129 milliard de francs djibouti, soit un résultat net de 644 496 francs djibouti. Les investissements prévisionnels des projets bailleurs sont estimés à 13 919 millions de francs djibouti. La cinquième question concerne un projet de décret portant confirmation du directeur général du port de Tajoura, M. Omar Hassan Omar, précédemment directeur général du port de Tajoura par intérim, est confirmé dans ses fonctions. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu par le président du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite. Le président du Conseil de la Choura de l'Arabie Saoudite, Cheikh Dr Abdullah Ben Mohamed Ben Ibrahim El-Cheikh, a reçu le président Mohamed Ali Ahmed et la délégation, l'accompagnant en réponse à une invitation officielle transmise par l'Arabie Saoudite au cours des entretiens. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et le président du Conseil de la Choura de l'Arabie Saoudite a expliqué le développement successif que traverse le Royaume d'Arabie Saoudite à la lumière de la vision du Royaume à l'horizon 2030 et sauf qualificatif et les projets de développement qui en résultent, indiquant que le Conseil de la Choura a suivi le rythme de cette évolution dans divers aspects liés à sa compétence en matière d'études des lois, des règlements et d'accords, expliquant également au président de l'Assemblée nationale les mécanismes de fonctionnement du Conseil de la Choura et son rôle dans le système législatif dans le Royaume. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, il a d'abord salué la profondeur des relations distinctes entre le Royaume d'Arabie Saoudite et notre pays, notamment dans le domaine du développement et une prospérité que connaissent les deux pays, continue, notons également les relations profondes vécues par les deux pays qui viennent comme incarnation de l'ardeur de l'intérêt des dirigeants des deux pays frères. Au cours de cette session de pourparlers, les deux parties ont discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt commun entre les deux pays frères dans divers domaines. Rappelons que l'Arabie Saoudite et Djibouti, notamment, il a souligné l'importance du renforcement des relations bilatérales de coopération. Santé, cette fois, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a lancé ce matin au Sheraton Hotel un atelier de validation nationale sur la stratégie de dépistage du VIH-Sida et de la stratégie combinée. Organisé en collaboration avec l'OMS, l'ONU-SIDA et le PNUD, les résultats satisfaisants ont été enregistrés grâce aux efforts
conjoint dans la lutte contre le VIH-Sida. Ainsi, la prévalence du VIH dans la population générale est passée de 2,9% en 2002 à 1,1% en 2020, soit une baisse de 62% dans 18 ans et une réduction annuelle de 3,4%. Par leur endossement, le gouvernement djiboutien intègre des stratégies innovantes à sa réponse nationale pour mieux atteindre les 3,95 et ainsi respecter ses engagements, à savoir mettre fin au sida d'ici 2030. En effet, la mise en application de ces deux documents stratégiques renforce significativement la prévention et la prise en charge du VIH en permettant aux prestataires de soins, mais aussi à la société civile, d'être mieux outillés afin de faciliter leur travail au quotidien et de réduire les nouvelles infections. Je voudrais d'abord saluer l'engagement et le soutien indéfectible du ministre de la Santé et de son ministère pour pouvoir organiser donc cette journée très importante pour la validation de la stratégie de prévention combinée et de la stratégie de dépistage du VIH en vue de renforcer la réponse nationale. Cet atelier de validation de la stratégie s'inscrit dans cette semaine, donc dans la semaine axée sur la prévention de l'infection. Il traduit également la forte détermination du gouvernement djiboutien, principalement du ministère de la Santé, de vouloir prendre des actions concrètes, adaptées au contexte local, pour apporter une réponse qui est basée sur les dernières évidences dans la lutte contre le VIH-Sida. Et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. Djibouti a promulgué des textes de loi, des dispositions légales et réglementaires qui renforcent le cadre juridique pour protéger les populations vulnérables et surtout les personnes vivant avec le VIH-Sida et leurs familles. L'implication de la société civile dans la riposte a été nettement améliorée et est justifiée par leur participation à toutes les instances de planification, de coordination, de suivi et d'évaluation de la riposte nationale. Des programmes d'appui au développement socio-économique des personnes vivant avec le VIH pour atténuer l'impact social de l'épidémie sont en cours de mise en œuvre avec l'appui de nos partenaires, surtout le PAM, le Programme alimentaire mondial. Le nombre estimé de décès est passé de 822 en 2010 à 348 en 2019 et là nous sommes à 342 en 2020. Mesdames et messieurs, quoique le pays ait enregistré ces résultats positifs dans la prévention et le traitement des personnes vivant avec les VIH, il reste encore beaucoup de choses à faire pour atteindre les objectifs des 3,90. Il s'agit de combiner plusieurs outils de prévention en fonction du comportement des personnes à risque, de leurs besoins, de leurs pratiques ou de leur mode de vie. Rien ne sera tabou. Il faudra qu'on puisse vraiment mener toutes les études nécessaires pour savoir vraiment les populations vulnérables et les populations cibles à ces programmes-là. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assaoué, a reçu à son cabinet successivement l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine, M. Hu Bin. Les relations avec l'ambassadeur ont été discutées d'emblée, notamment portant sur la relation entre les deux pays amis, l'appui conséquent de la Chine à Djibouti en général, à Djibouti, pour un partenariat inclusif gagnant-gagnant. L'ambassadeur a mis l'accent sur les 9 programmes énoncés par le président chinois Xi Jinping lors du forum Chine-Afrique qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération pour Djibouti et plus particulièrement à sa jeunesse. Ensuite, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a reçu la nouvelle ambassadrice britannique, John McPhail. Les deux responsables ont d'emblée évoqué la récente ouverture de l'ambassade à Djibouti de la République, ainsi que la coopération qui se met timidement en place entre les deux pays. La ministre a, quant à elle, s'est déclarée satisfaite de la visite de l'ambassadrice
et évoquer la politique clairvoyante du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui a décidé de la création du département qu'elle a l'honneur de diriger. Une cérémonie de remise d'attestation de level 1 en langue chinoise organisée hier par la commune de Balbala et le centre UTE dirigé par l'association Dar es Salaam. Cet événement constitue une première à Djibouti et a donné une grande opportunité aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études en Chine afin d'apprendre le mandarin et ainsi rentrer directement à l'université de Chine en gagnant une année sur leur cursus universitaire. 23 étudiants ont obtenu leur attestation de level 1 s'engageant à suivre le level 2. Ont participé à cette cérémonie le président de la commune de Balbala, le directeur du centre UTE, le coordinateur national de Djibouti de l'agence panafricaine de promotion des produits Made in Africa, Oubaha Nasser, qui a obtenu une attestation de gratification pour avoir sponsorisé cette cérémonie. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. Dans l'actualité, le ministère du Budget a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie d'ouverture du 3e tour des négociations visant la préparation d'une convention fiscale entre Djibouti et la France. La délégation du ministère français de l'économie et des finances et de la relance était parrainée par Mme Christelle Christian-Gomez, première conseillère de l'ambassade de France. Cette délégation a été conduite par M. Florian de Filippo, chef du bureau E1 de la direction de la législation fiscale, accompagné de Mme Lina Madaloni, inspectrice principale du bureau de la fiscalité internationale. Pour négocier cette convention fiscale entre la France et Djibouti. Donc je suis très heureux d'être à Djibouti aujourd'hui pour négocier avec la délégation djiboutienne. Nous avons le souci de trouver un texte le plus équilibré possible et qui bénéficiera fortement à nos deux pays dans un esprit de faciliter la coopération entre nos deux pays. Donc, cette convention permettra de mettre au point un cadre qui sera très bénéfique à la fois pour les particuliers mais aussi pour les entreprises, dans la mesure où ce cadre facilitera les investissements des entreprises françaises à Djibouti et réciproquement. Suivant cette fois les interventions respectives du directeur général des impôts, Saïd Guelleh, et du conseiller technique au ministère du Budget, Abdel Fattah Moussare. Nous sommes là aujourd'hui au Palais du Peuple avec une délégation française et une délégation djiboutienne qui vont ensemble débattre sur une convention fiscale de notre double imposition. C'est le 3e niveau que nous sommes en train de discuter et ça va aboutir à la signature d'une convention de notre double imposition. Tout ça suit la visite du président de la République en France, les intérêts économiques qui lient la France et la République de Djibouti pour éviter toute entrave. Et donc nous sommes confiants de l'aboutissement de cette convention. Ce sera bénéfique et ce sera gagnant-gagnant pour les deux pays. L'objectif d'une convention fiscale est d'une part de garantir les recettes, garantir nos recettes à Djibouti et d'autre part d'attirer les investisseurs français ou européens installés en France à Djibouti. Jusqu'à maintenant, il y avait un système un peu déséquilibré pour notre pays parce que lorsqu'une entreprise française venait à Djibouti, elle était soumise à l'impôt ici et la France les imposait. Et pour que ces entreprises viennent à Djibouti, qu'est-ce que nous faisions? Nous accordions des exonérations dans le cadre du Code des investissements. Ce qui revenait à perdre des recettes qui devaient nous revenir naturellement à notre pays et la France continuait à percevoir ces recettes-là. Pour pallier à ces problèmes, maintenant nous allons commencer à négocier des conventions fiscales avec nos principaux partenaires. Ces conventions fiscales vont définir dans quel cadre une entreprise qui vient investir à Djibouti, elle sera soumise aux impôts, elles vont être imposées à Djibouti. Les impôts qu'on va
et qu'elles vont payer iront dans les trésors de Djibouti et ces entreprises-là ne seront pas imposées dans leur pays d'origine, que ce soit en France ou ailleurs. C'est là l'avantage essentiel. Nationale et malgré les multiples sensibilisations faites par la gendarmerie pour dissuader les jeunes couples de se rendre dans les lieux sombres et isolés, ils ont constaté que malheureusement, certains ne semblent pas suivre les recommandations. Pour cause, depuis quelques semaines déjà, la brigade des quartiers 6 et 7 a vu le nombre de plaintes pour extorsion se multiplier toujours dans les mêmes circonstances. Décidés à freiner ce type de délinquance, les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 se sont lancés à la recherche des délinquants grâce aux signalements donnés par les victimes. C'est donc avec réussite que les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur des individus correspondant parfaitement au signalement dans la soirée du 4 décembre. Lors de l'enquête menée avec professionnalisme et diligence, les enquêteurs découvrent également que les délinquants étaient à l'origine de plusieurs cambriolages dans des résidences de certains quartiers huppés de la capitale. Au final, c'est un butin délictueux de 30 téléphones portables, 3 tablettes, 7 PC portables de différentes marques, un collier en or, 3 boucles d'oreilles en or et enfin 3 bracelets en or. 11 individus en qualité d'auteur, co-auteurs, complices et receleurs ont été appréhendés et seront présentés devant la justice pour répondre de leurs actes. Encore une fois, la gendarmerie sensibilise la population à faire preuve d'une plus grande vigilance en se rendant en couple dans des endroits susceptibles de favoriser les extorsions en toutes sortes. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec ce prix Nobel de littérature. Abdulrazak Gurnah reçoit son prix. C'est lundi à Londres que le prix Nobel de littérature 2021 a reçu sa médaille en diplôme des mains de l'ambassadrice de Suède. Première étape avant la cérémonie prévue à Stockholm en Suède, le 10 de ce mois, date d'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Donc, Abdulrazak Gurnah, 72 ans, a été consacré pour ses récits sur l'époque coloniale et post-coloniale en Afrique de l'Est et le sort des réfugiés. Il est notamment opposé à l'attitude des gouvernements européens face à l'immigration. Le jury a salué également son récit empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.